Bonjour tout le monde. Bonjour. Mes amis. Bonjour. Yes. Bienvenue alors dans le podcast Entretenir, donc le podcast de Mangrovité, la structure Mangrovité. Donc déjà, je remercie le Bureau des Heures Invisibles qui est notre partenaire et qui nous aide et qui finance aussi le podcast. Je vous remercie d'être là avec moi pendant 1 heure. Merci de nous avoir invités. Merci à toi pour ton invitation, Chris. Merci, c'est normal. D'abord, en fait, en gros, je pense ça va être un peu divisé en deux parties. La première, donc ça va être avec toi, du coup, Margot, et toi aussi, Kim. On va parler de manière générale de la présence de la mémoire coloniale de l'ex-Indochine en France et comment elle est traitée en France, notamment à travers la lutte de Trantonia. Et puis après aussi, on va parler de vos parcours. Et après, Dimitri, on va parler aussi de ton parcours mouvementé aux Beaux-Arts de Paris, parce qu'on en a parlé la dernière fois. Et puis de ton travail, et notamment comment la mémoire aussi coloniale haïtienne traverse aussi ton travail. Donc voilà, ça vous va ? Ouais, go. Yes, ok. Du coup, on va commencer par vous, du coup, Margot et Kim. Alors, Margot, donc je vais te présenter succinctement. Alors, Margot, donc tu es travailleuse de l'art. Bon, on se connaît déjà, ça fait un certain temps. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Au moins 5 ans. 5 ans, ok. 5 ans Ouais, en tout cas, avant le Covid, avant 2020, je pense. Oui, ça c'est sûr. 2018, 2019. Ouais, j'ai du mal à être précise, mais en tout cas, plus de 4 ans. Et au début, on s'est rencontrés parce que tu travaillais justement dans un collectif, donc de curatrices. Et je sais que tu travailles aussi au musée d'art moderne de la ville de Paris, du moins tu as travaillé là-bas. Tout à fait. C'est ça. En stage puis en contrat court. C'était entre 2019 et 2021, en plein pendant la période Covid. Et ça s'est bien passé ? Et ça s'est passé. C'est derrière. Je n'y suis plus, donc maintenant... Mais ouais, je bossais sur une expo sur la céramique. Et de la céramique vietnamienne dedans. Enfin, c'est vrai que c'est un médium qui, genre, quand même est très... c'était très important pour moi de travailler sur cette exposition parce que le médium de la terre et la représentation du monde en céramique dans la culture vietnamienne et dans les arts du Vietnam, en fait, c'est vrai que la céramique, c'est un médium quand même particulièrement important. Et notamment, à cette occasion, on avait montré des petites maquettes de fermes vietnamiennes qui sont visibles dans des collections publiques françaises. Et bref, ouais, en tout cas pour dire que la terre et cette question du travail de la terre au Vietnam, j'ai pu l'effleurer lors de ce passage institutionnel, mais j'aimerais y revenir parce que je pense que la manière dont ce médium a été travaillé au Vietnam, en tout cas moi, elle m'intéresse et voilà, et c'est à approfondir quoi, et à préciser. Mais voilà. Ok, donc tu as eu le temps un peu de travailler sur des choses qui t'intéressaient quand même quand tu étais... Oui, Yes. oui, ça, faut se nourrir de ce qui nous nourrit, il faut prendre ce qu'on peut prendre. Mais et donc chouette. juste après, donc du coup tu t'es plutôt concentré dans on va dire un parcours indépendant. Je sais pas si on... Tout à fait, exactement. Après j'ai travaillé en direct avec, toujours grâce à une artiste céramiste qui n'était pas vietnamienne mais japonaise, Natsuko Oshino, que je remercie. Enfin, je remercie beaucoup les artistes parce que c'est elles et eux qui m'ont beaucoup amené à approfondir certains sujets et voilà, et on en reparlera par rapport à Trantonia, mais c'est vrai que c'était Kim et aussi une autre artiste qui s'appelle Mona Varichon qui m'ont parlé du collectif Vietnam Dioxine. Et c'est vrai que c'est toujours les artistes qui m'ont un peu conduite vers des endroits d'approfondissement vers lesquels je ne serais pas naturellement allée. Mais voilà. Et donc, du coup, en fait, grâce à Natsuko, je me suis vraiment dirigée vers un accompagnement des artistes en fait, en indépendante. Et j'ai été pas mal dans une résidence d'artistes où des artistes internationaux en fait, transitaient et donc du coup avaient souvent besoin d'assistance quand ils venaient s'installer en France. Donc j'ai assisté plusieurs artistes à partir de ce moment-là. On est en 2021 et ça fait 3 ans que je suis lancée dans cette activité et c'est chouette. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'accompagner à de multiples niveaux. C'est un peu de support en production, en coordination, en écriture aussi. Là, je viens d'écrire un texte pour Sarah Nefissa Beladjich qui ouvre une exposition à l'Institut des cultures de l'islam, un très beau projet sur l'expérience des homophones entre plusieurs langues. Donc voilà, c'est vraiment très riche et je suis très contente d'avoir fait un peu cette réorientation et d'être passée vraiment du côté indépendante
Et l'idée de passer du côté indépendante, pour moi, ça veut dire aussi travailler de manière un peu plus similaire à la dynamique des artistes, qui est de vraiment avoir une économie propre, faire ses impôts soi-même, faire toute sa comptabilité et ses impôts soi-même, vraiment se lancer dans une aventure de l'indépendance qui est flippante à certains égards en fait, quand on commence, mais qui vaut vraiment le coup et qui assure une marge de manœuvre et de réflexion et un vrai espace pour réfléchir. Okay. Par ailleurs, une autre expérience professionnelle qui m'a beaucoup transformée ces dernières années, c'est j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que coordinatrice de Saab Museum, le musée des nuages, qui est un projet qu'on peut voir actuellement au Palais de Tokyo, ouais. Et donc qui est un musée imaginaire pour Gaza dans les nuages, qui est à l'initiative d'un groupe d'artistes palestiniens et algériens. Et voilà, ça c'est aussi un projet qui m'a beaucoup nourri et qui paradoxalement m'a permis de revenir sur les traces de mes propres origines et du Vietnam aussi par écho en fait. Et beaucoup d'artistes de Palestine m'ont dit mais nous on a beaucoup regardé l'histoire du Vietnam et ça a fait renaître quelque chose en moi. Voilà, mais j'étais un peu longue sur le parcours. Voilà. Ah, du coup il y a plein de trucs donc c'est bien. Mais donc, merci aux artistes de m'avoir accompagné vers le chemin de l'indépendance. C'est vraiment difficile mais ça vaut le coup. Et donc du coup toi Kim, donc tu es artiste plasticienne et donc du coup tu as été donc ta formation donc c'est les Beaux-Arts de Tourcoing, c'est ça, donc on vient d'en parler juste un peu à l'instant et donc du coup tu as donc ta pratique elle a un peu à voyager un peu, je pense que tu m'en avais parlé, tu es allé à New York, tu m'as aussi parlé de ça pour un temps, à Hongrie aussi, tu m'as aussi dit ça pour un temps et tu es aussi membre du collectif Vietnam Dioxine. J'aimerais que tu me, un peu comme Margot, que tu me parles aussi un peu de ton parcours pour après qu'on puisse oui, du coup j'ai fait l'école des Beaux-Arts de Tourcoing où j'ai l'impression, vu le peu de discussions qu'on a eu avant, peut-être qu'on a aussi des expériences similaires. Après ça, je me suis très vite rendu compte que ce serait pas possible de vivre de mon art. Du coup, j'ai fait plusieurs formations qui m'ont... j'ai d'abord eu un métier de technicienne vidéo qui m'a emmenée du coup en Hongrie dans un collectif de vidéo mapping qui s'appelle Glowing Bulbs. Et aussi, c'est les mêmes personnes qui m'ont emmenée à New York. Donc, j'ai vécu 2 ans en Hongrie et 2 ans à New York avant de revenir en France. C'est 2 pays où j'ai rencontré beaucoup de personnes avec des opinions politiques et qui se battaient aussi beaucoup. Donc, en Hongrie, c'est quand même un gouvernement qui est extrêmement autoritaire depuis super longtemps. Enfin, c'est une extrême droite très dure qui est en place depuis près de 15 ans, je pense, maintenant quand même. Ah, ok. Donc rencontrer... c'est beaucoup les expériences collectives finalement qui m'ont formée davantage que l'institution de l'école d'art. L'école d'art dans laquelle j'étais était clairement dysfonctionnelle. Et c'est vraiment les collectifs d'étudiants, finalement, qui m'ont appris, je pense, le plus de choses quand j'étais là-bas. Et ça s'est vérifié plus tard, finalement. En Hongrie, ce sont des collectifs de performeuses, des collectifs d'anarchistes qui luttaient contre l'extrême droite en place. Et c'était vraiment... David contre Goliath, quoi. Qui m'ont donné énormément d'outils pour réfléchir et qui m'aident encore aujourd'hui à réfléchir des choses. Et finalement, à New York, c'était beaucoup moins autoritaire, évidemment. Mais de la même manière, c'est peut-être plus des groupes d'artistes qui vivent dans une précarité et qui développent des pratiques où il y a peut-être beaucoup moins d'institutions qu'en Europe et aussi une espèce de l'ultralibéralisme qui engage des pratiques différentes. Ok. Et voilà, ce que j'aimerais aussi un peu savoir, c'est on vient plus ou moins aussi
du champ culturel qui est un milieu, en tout cas de l'art contemporain, qui est très bizarre. Et comment, en fait, parce que petit à petit, là, on va commencer à parler de la question de la mémoire coloniale. Et comment ces questions-là, encore très succinctement pour après qu'on puisse directement parler justement de la question de l'agent orange avec le procès de Trentonia, comment, en fait, comment je pourrais dire, vous êtes familiarisé avec cette question-là, mais surtout depuis les paysages que vous avez traversés, c'est-à-dire par exemple, est-ce que vous avez subi, je sais pas, du racisme, en fait, une forme de racisme aussi, par rapport au fait que vous étiez la minorité, enfin, comment à un moment donné vous êtes un peu engagé dans ces questions-là, et que du moins c'est devenu une question en fait compte dans votre travail. Moi, pour te répondre du point de vue histoire de l'art, j'ai fait des études d'histoire de l'art et je trouve que, du coup, silence, néant pendant les années d'études, quoi. Et en fait, je trouve que c'est très, 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 très embêtant que dans le domaine de l'histoire, quand on enseigne en fait l'histoire et l'histoire des représentations, il y ait un tel silence, en fait. Voilà, moi, j'ai fait des études, c'est classique, école du Louvre, voilà. Je veux dire, c'est une question de représentation et ça devrait être au cœur de l'enseignement et ça devrait être adressé. Et en fait, énorme silence du point de vue du paysage académique dans le domaine des études d'histoire de l'art. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très grave, en fait. Donc, départ par une invisibilisation. Et je trouve qu'après, en affinité avec des gens de différentes générations, et pas pour différentes raisons, en fait, mais je trouve que petit à petit, tu peux voir des gens qui sont préoccupés par ces questions-là à différents niveaux, que ce soit des alliés de ton âge qui en fait veulent démêler ces questions et les travaillent dans leur travail immédiat, ou aussi chez des personnes peut-être parfois engagées dans les institutions et qui vont essayer d'impulser ça avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, difficile présence et du coup difficile de se rattacher et de construire des repères fixes et un peu solides, de mon point de vue, et plutôt dans le domaine histoire de l'art et histoire des représentations. Et aussi, du coup, comment, en fait, quand aussi vous l'avez vécu, mais tu sais, genre, on va dire de manière presque organiquement, quoi, corporellement. Parce que ça, c'est quelque chose, on a beaucoup parlé avec Dimitri, mais le fait de se vivre, en tout cas pour moi, le fait de se vivre constamment comme une minorité, c'est très corporel, quoi, tu vois. C'est au-delà même de la question, c'est à un moment donné, de par notre histoire, de par la question de la mémoire, qui est notre mémoire propre d'ailleurs aussi, qui est une mémoire familiale, des fois de voir que justement cette mémoire n'est pas partageable, ou que du moins on partage, oui, c'est assez compliqué. Comment justement vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, par exemple au niveau de ta pratique, je sais pas qui, bon, là je vais commencer à aborder en fait telle et telle question dans mon travail plastique. Moi, c'est venu assez tard finalement, ne serait-ce que de me rendre compte que j'étais pas blanche. C'est-à-dire qu'en grandissant à la campagne, en étant la seule famille racisée, en fait, et en suivant aussi la logique d'intégration de mon père, qui est la personne racisée de ma famille, je suis métisse. C'est-à-dire que avec le recul, oui, effectivement, j'ai reçu énormément d'insultes racistes étant en primaire, au collège, au lycée. Mais en fait, je les avais tellement intégrées que ça faisait partie des railleries. J'avais pas du tout intégré ça comme du racisme. Et finalement, c'est plus tard en recevant plutôt l'aide d'une communauté, particulièrement à New York, parce que c'est vraiment la communauté asiatique large, pas que la communauté vietnamienne, qui m'a aidée parce que j'étais racisée, où je me suis rendu compte en fait que j'étais pas blanche. Et de là, du coup, une espèce de déconstruction en rencontrant des collectifs féministes, asio-féministes, de redigérer en fait tout ce qui s'est passé. Je pense qu'aussi il y a la question de la passation de la mémoire. Je pense que c'est quelque chose dont on avait discuté avec Margot, c'est qu'il y a aussi beaucoup de non-dits finalement dans les familles asiatiques et vietnamiennes, parce qu'il y a énormément de traumas dus à la guerre et des fractures internes au pays. Des fractures internes au pays et aux familles, en fait, de par la guerre coloniale, puis après la guerre américaine.
Et après la guerre chinoise, c'est sans fin. Et à chaque fois, des partis pris différents à l'intérieur même des familles. Du coup, il y a aussi, je pense, un manque là. Et moi, ce qui a fait que j'ai commencé à en parler, en fait, c'est en rentrant du coup des États-Unis, où il m'a manqué cette communauté, en fait. Parce qu'avant les États-Unis, il me manquait pas cette communauté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le collectif Vietnam Dioxine. C'est aux États-Unis ? Non, c'était quand je suis revenue en France. Oui, quand tu es revenu. J'ai vu leurs actions sur les réseaux sociaux et je les ai rejoints suite à ça. Et finalement, c'est eux qui ont nourri les réflexions qui traversent ma pratique. Déjà, c'est intéressant. Tu as dû te déplacer pour te rendre compte de ça. Donc déjà, ça veut dire quelque chose sur... Pour moi, ce que ça a voulu dire, c'est vraiment qu'il y a sur la question de la communauté en France, on a un vrai problème. Ah oui. Et toi, Margot, du coup, comment ? Et moi, il y a un écho très très fort avec ce que tu dis. Ce sont aussi les États-Unis qui ont révélé cette partie-là de mon identité, en fait. Et donc, à 19 ans, j'ai fait un programme d'échange aussi à New York, aux États-Unis. Et il y avait un restaurant vietnamien qui s'appelait An Choi. Je ne sais pas si c'était ouvert à l'époque à laquelle tu y étais. On est en 2013-2014. Et c'était vraiment un lieu de rassemblement de plusieurs communautés asio-descendantes, en fait. Moi, il se trouve qu'une partie de ma famille, donc les parents de mon père, ont immigré sur la côte ouest, en Californie, dans les années 90. Et que j'ai été conçue aux États-Unis. Ma mère aime bien me rappeler cette histoire, ce détail biographique, de me dire, mais je sais pourquoi tu aimes autant les États-Unis, Margot, c'est que tu as été conçue là-bas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, là-bas, je me sens... Et là-bas, je trouve que le rapport à là d'où on vient et le rapport à la diaspora dans sa puissance et dans ce qu'elle peut t'apporter comme pouvoir et comme joie libératoire et comme fierté, en fait, il se ressent vraiment. Et moi, j'ai exactement eu la même expérience que toi. C'était durant cet échange. Très vite, j'ai repéré ce restaurant et en fait, on se réunissait. Il y avait des gens qui faisaient plein de choses, qui se réunissaient là-bas et qui étaient généralement soit de 2 parents vietnamiens ayant immigré aux États-Unis, ou alors métis, ou alors de Hong Kong, vraiment, ou des Japonais aussi, vraiment une communauté asiatique, pan-asiatique élargie, mais où en fait, c'était vraiment un temps de prise de conscience identitaire, en fait, que je n'avais jamais eu en France, en fait. Et moi, ça a tout changé aussi. Et je pense que c'est à la suite de ce retour-là où quelque chose s'est planté de conscience, quoi. Et j'associe vraiment ça. En fait, on est bloqué, comme tu as très bien dit. Du coup, voilà, aux États-Unis, ça se débloque, mais parce qu'on est bloqué profondément ici aussi, quoi. Il y a la peur du communautarisme en France, qui fait que du coup, on est obligé, dès qu'il y a un groupe de personnes issues d'une même communauté, en France, c'est vu comme du communautarisme, et en fait, c'est pour eux la peur de ne pas voir ce qui peut se tramer dans ce genre de communauté. Donc du coup, dès qu'il y a ce genre de truc qui se construit et de reconnaissance, ils cherchent à tout prix à le disloquer. Non, mais en fait, arrêtez d'être ensemble. Parce que nous, du coup, arrêtez d'avoir des affinités. Parce que quand vous êtes ensemble, on ne voit pas ce que vous faites. Donc arrêtez d'être ensemble. On ne comprend pas votre langue, on ne comprend pas votre culture. Et du coup, ça nous empêche d'avoir un regard sur ce que vous faites. Donc arrêtez tout de suite. Et du contrôle, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qu'il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a tellement de mouvements, de groupes qui sont élevés justement pour permettre à ces différentes communautés de parler que forcément, un voyage aux États-Unis, ça te change complètement. La perspective. Après, je pense qu'aussi que la communauté noire aux États-Unis s'est beaucoup battue pour ça. Parce qu'il y a quand même un historique aussi de la communauté noire aux États-Unis qui a eu un effacement, en fait, de la culture des gens. Où les personnes descendantes des esclaves, en fait, ne savent pas de quelle culture elles sont issues parce qu'il y a eu un tel... parce qu'ils ont empêché aux gens de pratiquer leur culture. Du coup, j'ai l'impression aussi que ça peut être finalement une histoire différente du colonialisme, en fait, qui a eu en fait des impacts différents. Et du coup, donc toi, Kim, tu reviens à Paris, tu rencontres Vietnam Dioxine. Alors, est-ce que le collectif Vietnam Dioxine, est-ce que tu peux en parler et puis après, petit à petit, aller au sujet justement du combat en fait de Trentonia, et on va commencer à parler de ça aussi. Ouais, bien sûr.
En fait, c'est un collectif qui m'a beaucoup attirée parce que j'ai toujours eu des questionnements écologiques dans ma pratique. Et du coup, en revenant en France, je suis aussi revenue parce qu'il y avait mon père qui était malade et du coup aussi sa mémoire qui allait disparaître. Et c'est des questionnements qui m'ont traversé très fort à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je les ai rejoints. Et ce qui m'a énormément touchée dans ce collectif, c'est l'aspect multigénérationnel, déjà, dans un premier temps. Est-ce que tu peux dire, en gros, qu'est-ce que c'est le collectif Vietnam Dioxine pour qu'on sache? Vas-y. Alors, le collectif Vietnam Dioxine, c'est un collectif en grande partie d'asio-descendants, mais pas que. C'est un collectif qui est ouvert à tous et qui, du coup, se bat pour la visibilisation des victimes de l'agent orange. Donc ça passe par de la sensibilisation et surtout par le soutien de Tran Tonia, qui est une franco-vietnamienne de 80 ans qui s'est lancée en fait dans un procès pour la reconnaissance de 14 multinationales dans la création de l'agent orange qui a été utilisé pendant la guerre américaine. Donc, vite fait, pourquoi c'est important maintenant ? Donc, l'agent orange, c'est un des 7 agents qui a été utilisé pendant la guerre. Et en fait, ce qui a produit un écocide. À la base, ce truc, c'était un défoliant qui a été fait pour en fait, tuer la jungle dans laquelle les résistants se cachaient. Et on l'appelle, petite parenthèse, elle nous apprend qu'on l'appelle agent orange parce qu'il était rangé dans des barils avec orange. Oui, ouais. En fait, parce qu'il y a eu tout un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'il y a eu l'agent bleu qui était de l'arsenic répandu dans les rivières. L'agent orange, c'était celui pour démasquer les Viet Cong qui se cachaient dans la jungle. Et qu'on balançait d'avions, enfin que des avions propageaient sur des kilomètres. Et en fait, alors pour expliquer aussi, nous on a lu le bouquin Mater empoisonné, donc de Tran Tonia avant, du coup. Et il y a un chapitre qui s'appelle Nuage blanc où elle raconte, elle, en tant que résistante, en fait, compte à cette époque-là, donc pendant la guerre du Vietnam, comment elle a reçu, en fait, compte ces gouttelettes, parce qu'elle parle justement de gouttelettes. Et pour le coup, elle avait l'impression que c'était relativement inoffensif. Enfin, du moins, elle n'avait pas l'impression elle savait pas que ça avait des conséquences en fait aussi graves. C'est après la guerre qu'ils se sont rendus compte. Parce que du coup, ce produit, il a encore des conséquences aujourd'hui, dans le sens où c'est un produit qui est ancré dans les sols, qui a une demi-vie de 100 ans et qui peut être transmis de la mère à l'enfant et d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est la 5e génération de Vietnamiens et de Vietnamiennes qui naissent avec des déformations à cause de ce produit. C'est un écocide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des terres où il y a de l'agriculture qui poussent dans des terres contaminées. Il y a des personnes qui continuent à le consommer et en fait, la dépollution de ces sols est en cours. Et effectivement, au moment de la guerre, quand il y avait des bombes, les autres agents d'autres couleurs et en fait la réunification du pays, les déchirements des pays, les déchirements des familles, en fait la question de ce défoliant qui a été épandu sur la jungle n'était pas... à ce moment-là, c'est après la guerre qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des personnes avec des cancers, qu'il y avait des liens à faire entre les enfants qui étaient morts-nés ou avec des déformations. Oui, Tran Tonia perd même sa première fille, son premier enfant. C'est bouleversant hein, quand elle le raconte à quelques mois et sans comprendre en fait que c'est dû à ça, puisque c'est que quelques mois après et sans faire le lien. Mais en effet, les dommages intra-utérins, même pour la femme enceinte, sont avérés en fait aujourd'hui, quoi. Et en fait, le défoliant a été déversé de 1961 à 1971. Et puis, justement, en fait, compte là, par rapport au collectif Vietnam Dioxine, donc en fait, vous accompagnez et vous soutenez en fait contre Tran Tonia par rapport à son combat et au procès intenté contre les entreprises.
donc du coup qui ont créé en fait compte ce défoliant, donc Monsanto et Il y a Bayer Monsanto, il y a Dow Chemical, il y a 14 multinationales, il y a Hercule aussi. Et donc, du coup, le procès, donc ça a commencé en 2014, je crois, au tribunal d'Ivry. Ouais. Puis après, il y a eu un appel. Dernièrement, il y a aussi une tribune justement de Vietnam Dioxine le 3 mai. Donc, quand tu parlais de David et Goliath, donc c'est dans la tribune aussi. Donc, je ne sais pas si tu l'as écrit ou... Non, c'est écrit par le collectif. Et ben moi, un peu la question, oui, c'est du coup comment que tu... Je trouve ça aussi intéressant que le Vietnam Dioxine, dans la tribune aussi, fasse mention aussi du phosphore à Gaza. Oui. Et donc de voir en fait les solidarités aussi qui se créent entre les diasporas en fait asio-descendantes et vietnamiennes et en fait contre d'autres diasporas, non palestiniennes ou autres. Et ouais, j'aimerais bien un peu que tu m'en parles un peu au niveau du collectif. Ouais. En fait, finalement, dans le collectif aussi, on m'a appris énormément de choses. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler de racisme environnemental et de justice environnementale. C'est-à-dire qu'on finalement, pour ça d'ailleurs, il y a un livre que je conseille ardemment qui est La nature, ce champ de bataille. Qui en fait prend les cas de beaucoup de pollution et d'écocide finalement, et on se rend compte que c'est très souvent des populations racisées qui sont touchées par ça. Et qu'en fait, il y a une intersectionnalité à penser vis-à-vis de l'écologie aussi. Nous, les alliés avec lesquels on travaille le plus avec le collectif Vietnam Dioxine, c'est les personnes qui se battent contre le chlordécone, parce que c'est un produit qui est extrêmement similaire. Donc c'est de la même manière... Rappelez que c'est un pesticide qui a été disséminé. Un pesticide qui a été disséminé pour des monocultures qui ont lieu... des bananes, qui est un aliment en fait que les personnes martiniquaises et guadeloupéennes ne mangent pas. Enfin, c'est des bananes qui sont exportées pour le capital et pour les consommateurs français de métropole, quoi. Et qui pollue en fait les terres sur place, qui a pollué les nappes phréatiques, qui est cancérigène, qui a aussi une demi-vie, je pense, de 80 ou 70 ans dans la terre, et qui se transmet aussi de génération en génération. Donc c'est des produits qui sont extrêmement similaires. C'est aussi un écocide et aussi perpétré par la colonisation. Du coup, c'est des luttes alliées. Et peut-être pour rebondir avec toi, Margot, comment... je me dis comment en fait, parce que le collectif Vietnam Dioxine, c'est surtout la diaspora qui s'en saisit, parce que du coup, Tratonia, elle est du moins, elle vit en France, du coup. Oui, elle vit en France et au Vietnam. En France et au Vietnam, et ce qui est intéressant, c'est aussi comment à un moment donné, cette lutte a aussi été reprise par les diasporas. Et donc du coup, la question du coup, Margot, c'est comment aussi à un moment donné, des diasporas sont aussi amenés à reconstruire de la solidarité, reconstruire en fait compte de l'alliance entre elles, et surtout se redéfinir à travers aussi des luttes politiques. C'est-à-dire que je me dis, par exemple, pour prendre l'exemple du chlordécone, je sais que beaucoup de diasporas antillaises, et pas seulement les diasporas, mais aussi ça a été aussi un sujet politique tel que ça a aussi réuni en fait compte pas mal en fait compte de personnes antillaises autour de cette question qui est un crime. Et je me dis comment en fin de compte vous-même et même dans vos pratiques, comment vous construisez aussi, ou du moins comment vous construisez votre identité diasporique asio-descendante et vietnamienne par rapport à ces questions. Je sais pas si c'est clair. Si, carrément. Peut-être que je répondrai un peu à côté, mais pour moi, avant même de parler de construction, je crois que c'est vraiment la question d'ouvrir la parole vers la mémoire, en fait. Et que je pense que pour moi, mais c'est peut-être juste là où j'en suis, et genre c'est balbutiant et dans ces démarrages, mais tel que je le perçois, il y a besoin de renouer avec une histoire très douloureuse, très peu dite au sein des familles, et il faut l'articuler. Enfin, c'est pas il faut, mais c'est que je pense que naturellement on l'articule à des endroits communs et à de la construction de commun.
et comme le collectif Vietnam Dioxine le propose, mais voilà, comme ça peut aussi se ressentir dans d'autres initiatives fédératrices que sont des festivals, des médias. Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu un besoin générationnel là, de se réunir et d'avoir des endroits qui soient vraiment des communs, où réfléchir ensemble et où mener une action commune pour sortir aussi de certains pièges tendus par l'époque et par l'ultralibéralisme que sont la surincarnation personnelle. Enfin, je pense qu'on a vraiment besoin de se réunir et que du coup, ça, dans nos enjeux diasporiques, c'est vraiment l'idée de parler ensemble et de réouvrir une archive et une mémoire commune, en fait. Et comme on le disait en début de podcast, la mémoire vietnamienne, elle est fracturée entre nord-sud, entre des personnes qui étaient parfois engagées dans la résistance anti-français, qui après, comme c'est le cas, comme elle le raconte Trantonia dans son livre, ces derniers geôliers en prison, en fait, étaient des gens qui avaient reviré de camps. Enfin, je veux dire, c'est très complexe en termes de positionnement. Et puis, certaines personnes qui étaient dans des engagements anti-français ont ensuite rejoint le Sud-Vietnam. Et donc, voilà, il y a vraiment plein de lignes de fracture. Et je pense que de réouvrir la parole sur cette complexité et ces lignes de fracture, c'est la première étape que je perçois comme importante. Et des voix comme les siennes nous y invitent et nous aident. Et pour moi, de lire un récit, de lire son récit, et à travers une personnalité comme la sienne, c'est tellement important, en fait, parce que non seulement son engagement maquisard et le fait qu'elle ait traversé à pied tout le pays par cette ligne qui en fait est une ligne montagnarde frontalière, qui descend vraiment de Hanoï jusqu'au sud. En fait, c'est une traversée de la jungle. Et c'est juste fascinant. À chaque fois qu'elle citait un lieu ou une région, je regardais sur Google Maps pour le situer, en fait, tout simplement, dans ma cartographie mentale et voilà, de ce pays que j'ai visité 2 fois. Mais voilà, la manière qu'elle a de raconter son périple à l'intérieur, ça m'a absolument fascinée. La manière qu'elle a de parler aussi de la nature, des fleuves, du fleuve qui suit le 17e parallèle et qui, en fait, comment est-ce que la découpe de ce pays-là, elle a évolué à travers le temps et elle suit en fait le rythme de la nature. Quand dans la jungle, elle raconte tout l'entrelacement des racines, des arbres. Comment est-ce que quand justement dans le chapitre sur le nuage blanc, elle raconte la manière dont les arbres perdent leurs feuilles et dont cet écocide se produit. Voilà, ce récit est tellement précieux et moi m'ouvre, vient résonner en fait tellement fort que je ressens le besoin de le partager, de partager ces émotions-là avant toute chose, avant de penser même construction ou projet. Pour moi, il y a faire vivre cette mémoire-là et la faire vivre de manière sincère dans des espaces communs de parole, en fait. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, je me dis en fait, et du coup après je vais rebondir sur toi, Dimitri. Du coup aussi, voilà, donc du coup il y a le bouquin, ça pourrait t'intéresser et tout. De toute façon, je peux te le passer. Complètement, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de fou, surtout que y a clairement un écho dans ce que j'entends par rapport à la mémoire et à la reconnaissance aussi justement de toutes ces histoires qui font partie de nous et qui font aussi partie de ce pays dans lequel on vit et qui d'une manière complètement abjecte décident de mettre de côté en fait ce pan-là de l'histoire. C'est nous mettre de côté en fait, c'est mettre de côté nos parents, nos grands-parents, tous ceux qui ont vécu en fait tous ces crimes en fait. Il y a un écho clair que je ressens et c'est sûr, je vais me pencher sur ce livre. Et vraiment, c'est fabuleux la vivacité avec laquelle elle écrit. Et je trouve qu'il y a plein de détails aussi et de ce qu'elle a de faire un portrait trop beau. Je te rejoins assez dans la manière dont elle décrit la nature, elle identifie certaines plantes, elle identifie aussi au début, pour décrire le Vietnam, elle décrit la jungle, elle parle des légendes, d'où viennent les Vietnamiens selon des contes folkloriques, tout ça pour nous emmener à l'endroit de la guerre, quoi. Et finalement, et elle arrive à raconter avec énormément de sensibilité l'histoire de sa vie qui est extrêmement dramatique en fait, parce que traversée par toutes ces guerres et toutes ces injustices.
et contre lesquelles elle se bat encore aujourd'hui, ce qui est hyper inspirant. Et en termes de rassemblement, je dirais la communauté vietnamienne, c'est une des plus importantes en France. Importante en termes de nombre. Hein. Je veux dire, on a cette chance aussi, je pense, comparé à d'autres personnes issues de diaspora qui ont peut-être moins de personnes de leur communauté autour d'elles, de pouvoir se réunir. C'est-à-dire qu'il y a quand même une scène de jeunes artistes viettes qui parlent de ces traumas. Quand on s'était échangé la soirée de Asian Core for Palestine, organisée par Laetitia. After Hours, dans ce Run Space à Jaurès. Ça avait l'air trop bien, tu y allais. J'y suis allée et il y avait un poète qui s'appelle Noah Truong qui a dit 3 poèmes qui étaient hyper touchants. Et je voyais qu'il y avait une grosse communauté vietnamienne autour de moi et tout le monde était extrêmement touché. Et finalement, ça touche tellement de billets différents. Et Noah a parlé de l'agent orange, notamment. Et finalement, c'est aussi des discussions où on se réapproprie on se réapproprie les violences qu'on a subies en tant que personnes issues des diasporas, les violences de nos parents, on se les partage, les silences de nos parents aussi, finalement. La question de l'écriture, parce que le vietnamien, c'est une langue qui a énormément d'accents. La colonisation et l'intégration fait que souvent, on les perd. Et la question de l'écriture même de nos noms, c'est quelque chose, en fait. Et tout ça, c'est des langages, en fait, je pense qu'on essaye de s'approprier ensemble en faisant vivre ces mémoires, mais aussi en les digérant ensemble. Et justement, comment toi, du coup, pour un peu revenir pour venir à toi, Dimitri, si ça te va. Oui, ça va bien. Pour faire le lien, justement, aussi, non seulement avec ton parcours, mais aussi avec ton travail et justement la mémoire que porte ton travail et que toi aussi tu portes. Donc toi, tu as fait les Beaux-Arts de Paris. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris, oui. Je suis rentré en 2014-2015 et je suis sorti en 2020. Ok, je te laisse parler des Beaux-Arts parce que je crois que tu as des choses à dire. Donc et je dis ça parce que c'est bien aussi pour les personnes un peu qui visualisent pas trop comment ça se passe. Enfin, moi, je trouve que c'est toujours très important d'expliquer parce que nous, ça peut paraître évident, mais de comprendre comment, en fait, une personne minoritaire, par exemple une personne noire, comment elle deal avec une école d'art, comment elle se sent, comment elle traverse ces années-là. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai parlé à plusieurs personnes, souvent c'est très difficile, mais on parle de manière isolée, mais on va jamais, tu vois. Mais comment toi, comment tu as traversé ce parcours ? Alors moi, déjà, il faut savoir que je ne suis pas du tout issu d'une famille qui est familière au milieu artistique. J'ai grandi dans le 18e arrondissement, porte de Clignancourt. J'ai grandi dans des quartiers populaires, entouré de gens de ma communauté, aussi bien noirs, arabes, même asiatiques aussi. Vraiment, le 18e arrondissement, quoi. Donc j'y ai grandi vraiment la bonne majeure partie de ma vie. Et donc, tout ce côté très académique que présentent les Beaux-Arts de Paris, j'y étais pas du tout familier. Je pouvais voir vite fait de nom ce que c'était, mais par exemple, j'avais jamais visité les Beaux-Arts de Paris un an avant mon entrée, parce que j'étais passé aux portes ouvertes. Et j'avais fait visiter l'école à ma mère en plus, qui elle-même avait découvert le truc. Et ça, mais c'est dingue ici. Donc très clairement. Donc voilà, pour commencer. C'est vrai que c'est une dinguerie au début. Hein. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu les Beaux-Arts de Paris, quand tu viens pas de là, c'est quand tu viens pas de là, c'est impressionnant. C'est Poudlard le truc. Quoi. Carrément. C'est gigantesque. Il y a des statues dans la cour. Des endroits cachés. Des endroits cachés, des fontaines, des trucs de foot. Et là,
Il n'y a aucune école dans le 18e qui a cette dégaine-là. Hein. Donc, moi, j'arrive comme ça, je vois ça, je suis là, mais ok, d'accord. Et donc, forcément, quand je suis rentré dans l'école, déjà, quand j'ai été admis, quand j'ai vu mon nom dans la liste des admis, j'étais super content, ma mère était super fière. Comment c'est passé en famille? Comment c'est passé dans ma famille? Ouais, quand tu as annoncé que tu as été admis, la famille, comment elle a réagi? Bah, ma mère était très fière. Je sais que mon père l'aurait été aussi, sauf qu'il est mort un an avant. Okay. Mais ouais, du côté de ma famille, ouais, ils étaient assez fiers. Parce que bah, les Beaux-Arts de Paris, même si on n'a jamais vu l'école de ses propres yeux ou qu'on n'a jamais été très familier avec cet environnement-là, on sait que dans les papiers, voilà, école d'art, école supérieure d'art, école nationale d'art supérieure d'art plastique, je sais pas quoi. C'est, voilà, ça marque quoi. Donc, je sais que par exemple, personnellement, j'aime pas spécialement dire que je fais partie des Beaux-Arts de Paris. Je veux dire, si le sujet s'y prête pas, j'ai pas vraiment de raison d'en parler. Mais je sais que quand j'en parle, les gens, d'un coup, ils focus quoi sur le truc. Et comment c'était en tant que personne noire? Eh ben justement, c'est ça la question. En tant que personne noire, du coup, arrivé là-bas, il y a une cassure déjà sociale et ethnique qui se fait, qui est assez violente, mais qui nous est projetée à la gueule de manière parce que en tant qu'étudiant racisé, bah, on se la prend et on vit avec. On va à l'école, on va à l'atelier, on suit les cours. Cette violence-là, on l'a subie, mais elle n'est pas ouvertement montrée. Je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. Elle est plus insidieuse. Elle est plus insidieuse que... en fait, il y a une forme d'exclusion qui se fait parce que la majeure partie des étudiants de l'école, et c'est pas la faute des étudiants, mais c'est tout un système qui évolue autour de ça. La majeure partie d'entre eux sont des enfants d'eux, donc des membres de la famille qui sont familiers au milieu de l'art, donc que ce soit au cinéma, à l'art contemporain, aux collectionneurs, aux galeristes, enfin bref, à l'art en général, quoi. Et du coup, ils sont familiers en fait à cet environnement-là. Ils connaissent les codes de cet environnement-là. Personnellement, quand je suis arrivé, les 2 premières années que j'ai passées là-bas, c'était surtout des années de découverte. Donc ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Même si c'est quelque chose qu'on ressent dès qu'on rentre dans l'école, ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. C'est vraiment à partir de ma 3e année où vraiment la cassure s'est faite. Où vraiment j'ai senti qu'en fait, évoluer dans cette école en tant que la personne que je suis, avec les codes qui me sont proposés et auxquels je peux, même si je le veux, je pourrais pas suivre ces codes-là. Parce que c'est pas, voilà quoi, ça relève de trucs qui sont au-dessus de moi. Donc en fait, ouais, évoluer aux Beaux-Arts de Paris en tant qu'étudiant racisé, ça s'est montré à partir de ma 3e année particulièrement difficile, à un point où même je venais pratiquement plus à l'école parce que ça devenait difficile pour moi d'aller aux Beaux-Arts de Paris. Même encore maintenant, j'ai quelques amis qui y sont encore, et parfois, quand j'ai vraiment besoin d'y passer pour mon travail à moi, ben, j'ai une boule au ventre avant d'y aller. Je suis pas super à l'aise d'y retourner. Et si je peux trouver une alternative pour pas y aller, ben, je préfère ne pas y aller. Mais tu vois, ce que tu dis, ce vécu en fait, en tant que personne racisée ou minoritaire, c'est très dur de le communiquer à d'autres personnes. Des fois, les personnes, en fait, c'est tellement, comme tu le dis, c'est tellement latent. Et c'est compliqué des fois de dire pourquoi tu viens pas à l'école. Parce que les gens ils vont dire mais pourquoi tu viens pas? Va leur expliquer, tu vois. Et c'est d'autant plus compliqué que dans l'école, on n'est pas beaucoup d'étudiants racisés. Et que chacun, justement, deal avec son truc. En tout cas, à l'époque, quand moi j'y étais, chacun dealait avec son truc de son côté. Et chacun a le vécu qu'il a, l'expérience qu'il a des Beaux-Arts. Mais je sais que pour ma part, moi, j'ai jamais pu vraiment communiquer là-dessus avec les étudiants de l'école. Ou en tout cas, très rarement, quoi.
Et parce que c'est pas quelque chose auquel les autres étudiants peuvent relate. Ouais. Quand bien même ils veulent, certains peuvent se montrer à l'écoute ou vouloir être un allié ou quoi, mais ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas sentir ce que c'est exactement, c'est parce ça. que pour eux c'est loin de tout ça. Même s'ils peuvent l'entendre et admettons le comprendre, ils peuvent pas le ressentir. Et donc du coup, ça devient très difficile d'en parler parce que dès qu'on en parle, en face, l'interlocuteur, et ça m'est déjà arrivé, l'interlocuteur va toujours te trouver une solution Ouais. au truc. Il va te dire, mais non, mais si tu viens, c'est pas juste le fait de venir à telle heure ou de pas parler à un tel ou de pas, enfin, c'est même pas ça vraiment la question. C'est un vraiment vécu profond. Ouais. Et dans quels ateliers tu es passé Alors moi j'étais dans l'atelier James Riley. Okay. De peinture. Ouais, voilà. Ouais. Donc quand je suis rentré, c'était dessin-peinture. Et c'est devenu avec le temps plus peinture. Okay. Et sauf que moi je me suis essayé à la peinture, mais c'est pas mon truc. Je suis resté vraiment dans le dessin. Et du coup, même ça justement, le fait de il y avait pas beaucoup voire pas d'étudiants qui dans l'atelier en tout cas qui étaient dans le dessin comme moi je l'étais en tout cas. C'était plus des approches plus proches de la peinture quoi. La peinture avec toutes les techniques qui sont liées à la peinture, donc c'est-à-dire le choix des châssis, comment tendre la toile, le bon choix de matériel de matériaux pour préparer ta toile, et ainsi de suite, les bons choix de peinture, les trucs comme ça, auxquels moi je peux pas connecter avec ça, parce que moi je préfère être sur papier, et quand même je travaille sur toile, moi je tends pas ma toile, je la mets pas sur châssis et je dessine sur la toile, enfin je sérigraphie beaucoup, je travaille au pastel et pas à la peinture, et donc c'est je voulais justement parler de ta pratique, dire et justement te dire que bon, du coup voilà, donc comme tu as expliqué, toi tu as une pratique de dessin. Oui. Et je voulais en parler aussi parce qu'on en a parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Y a le symptôme qui est encore très fort, moi je croyais qu'il disparaissait, mais en fait je pense en tant qu'homme noir, surtout quand tu fais de la peinture ou du dessin, c'est très, et surtout en plus toi il y a des choses, il y a beaucoup de couleurs, donc on peut penser à du pastel, etc. Il y a le symptôme Basquiat. Ouais. Et toi tu l'as pris en pleine face plusieurs fois. Et si ça reste encore, c'est un symptôme qui reste encore présent un peu, d'autant plus en plus que tu parles aussi d'Haïti dans tes tableaux, donc directement on te colle directement. Et donc du coup syndrome Basquiat, c'est aussi syndrome aussi, tu vois, du primitivisme naïf, tu vois, le noir qui est spontané, tu vois, comme du jazz, tu vois, comme s'il il réfléchit pas, tu vois, et donc du coup qui est très concrètement lié en fait contre du racisme. Et en fait ce racisme là il est aussi très présent même dans nos manières de peindre, c'est-à-dire que les gens vont définir nos manières de peindre, vont définir ta manière de peindre selon en fait compte une représentation totalement moderniste, européenne, c'est coloniale, et toi ça va t'enfermer en tant que peintre, tu vois. Donc à la fois je voulais savoir toi comment tu fais, comment tu deals avec ça, et après qu'on puisse parler très concrètement de ta pratique quoi. Oui. Alors très très honnêtement, je vais pas le mentir, je vais pas nier le fait que Basquiat a eu une influence dans mon choix de carrière, et dans le fait aussi d'assumer le fait que je veux, dans mon choix de carrière quoi. Mais le truc c'est que Basquiat, il a eu son temps, il a eu ses inspirations, il a eu le microcosme qui l'a entouré, et je pense que tout artiste noir qui existe ne cherche pas à ressembler à Basquiat. Sauf que les gens, on peut le dire aussi, Basquiat, il a atteint un statut de popularité qui est même au-delà du simple artiste mainstream. C'est devenu une marque, en fait. Carrément. Donc pour les gens, quand tu parles tu vois, en tant qu'artiste noir, que tu te mets à peindre, que tu te mets surtout, tu vois, à parler de la mémoire aussi, de la transmission, de l'héritage, de tes racines, et ben forcément il va y avoir un parallèle qui va être fait avec Basquiat, parce que Basquiat est la figure noire artistique la plus populaire qui a aussi travaillé dans
dans cet axe-là de recherche. Sauf qu'il a eu ses inspirations, il a eu aussi, il a sa technique, il a sa manière de s'exprimer. Et tous les artistes noirs dans ce monde, Dieu merci, ne s'expriment pas de la même manière que Basquiat. On a tous chacun notre manière de s'exprimer pour parler de nos racines. Et c'est vrai que je suis d'origine haïtienne, comme lui, et je me suis moi-même, je me suis pris de par cette origine commune, je me suis déjà appris des remarques, ah oui, ton travail, ça me fait penser à Basquiat. Je vois pas où, je comprends pas, je vois pas où. Il travaille pas la sérigraphie, il travaille pas spécialement le pastel, et on n'a pas les mêmes inspirations non plus, quoi. Alors, et justement, on en parlait aussi la dernière fois, que c'est aussi lié, en fait, un peu tout ce dont on parle, c'est lié à une ignorance et une méconnaissance de l'histoire coloniale et des mémoires coloniales, qui est entretenue par la France de manière très explicite, et qui aussi se voit en fait dans nos paysages de l'art, là où on évolue dans le paysage culturel. Et c'est lié à une réelle méconnaissance de l'histoire haïtienne. Déjà ça, en fait, tu vois, déjà de l'histoire picturale. On parlait d'Hector Hippolyte la dernière fois, qui est un immense peintre haïtien. Donc on ne connaît pas, en fait, beaucoup de nos institutions culturelles ne connaissent pas l'histoire de la peinture haïtienne, qui est quand même dingue. Il n'y a pas énormément d'expositions en réalité sur des artistes haïtiens et sur l'histoire de l'art haïtien. Et en fait, moi, je voulais parler de certaines de tes toiles qui parlent aussi de ça. Il y a une toile, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a une toile, en fait, j'ai regardé, il y a une toile qui s'appelle. Parce que j'ai vu ton exposition, donc en ce moment tu as une exposition qui s'appelle Haïti Metal. Oui, elle est passée. Ah, elle est passée, ok. C'était à la galerie. C'était à la galerie PGR. Ok, yes. Donc à Ménilmontant. Ok. Et voilà, ça vient de se finir. Tu m'avais invité, donc du coup j'ai pu voir. Mais après, en regardant sur, je sais pas si c'est le site de la galerie, j'ai vu un tableau qui s'appelle Bataille pour l'indépendance, ou comment Napoléon s'est chié dessus. Est-ce que tu peux me dire comment Napoléon s'est chié dessus ? Ah oui, clairement, ça justement, c'est clairement un pan de l'histoire française. Vraiment, pour le dire, c'est un pan de l'histoire française qui a été complètement mis de côté. Parce qu'aujourd'hui, et je me souviens en plus, on en avait parlé, aujourd'hui, quand les gens viennent à des expos où voient mon travail et me parlent d'Haïti, les gens me parlent d'Haïti principalement pour ce qui se passe aujourd'hui, ou depuis ces 30, 60 dernières années. Donc, Haïti, c'est un pays difficile, c'est un pays pauvre, les dictateurs. Oui, non, mais je suis haïtien. Je veux dire, je connais, je sais ce qui se passe. Mais moi, quand je dessine et ce que je représente, notamment ce dessin dont tu parles, c'est aussi pour marquer, pour représenter la naissance de ce pays, l'identité de ce pays. Une identité qui s'est faite dans le sang. Dans le refus de rester sous la coupe de Napoléon à une époque où, oui, justement, Napoléon avait réinstauré l'esclavage. Oui, et peut-être pour expliquer un peu, donc, au niveau de la toile, donc, tu as dit que tu as une pratique sérigraphique, donc du coup d'impression à même la toile, et en fait tu as à la fois des éléments d'archives de bateaux négriers, tu as des personnages, tu as tout ça à l'ouverture, etc. Donc tu restitues en fait compte, un peu pour revenir aussi, faire un peu d'histoire, mais la révolte de Saint-Domingue en 1791, qui après donne justement l'indépendance haïtienne en 1804. Donc après, tu t'as parlé aussi du rétablissement, donc Napoléon qui a voulu rétablir, mais qui s'est chié dessus, ce que tu as dit. Et puis aussi, ça aussi pour moi c'est important pour comprendre aussi ce qui se passe aussi actuellement, parce que beaucoup de gens ramènent déjà, beaucoup de gens ont une méconnaissance de ce qui se passe actuellement dans les territoires, tu vois, que ce soit Haïti ou même que ce soit la Nouvelle-Calédonie, etc., même s'il y a des gens qui font un travail d'histoire. Mais c'est bien de rappeler, par exemple, qu'il y a une dette qui a été imposée en 1825 par la France. Parce que Haïti a pris son indépendance. Exactement. Une dette astronomique qui a complètement... 150 millions de francs, j'ai vu. Qui a complètement mis, qui a mis un point, mais très douloureux dans la construction, dans la reconstruction plutôt du pays. Parce que le pays sortait justement de cette révolution, venait de virer la France des terres qui maintenant leur appartiennent. Enfin, les esclaves avaient décidé de clamer cette terre comme la leur, quoi.
Et en fait, il y avait tout un travail de reconstruction à faire, en fait, de recréer, enfin de créer en fait une société à partir des cendres de cette bataille. Et en fait, non, la France a décidé, non, en fait, maintenant que vous êtes libre, vous nous devez tant de sous. Vous avez décidé d'être libre, et maintenant que vous l'êtes, reversez-nous ça. Et ça a clairement mis ça fait partie, c'est l'un des éléments qui a clairement, qui a fait partie qui a rendu difficile pour Haïti de se relever en fait de cette colonisation, de tout ce temps d'esclavage en fait. Et pour histoire de dire aussi, il y a le New York Times qui a fait une enquête et qui a évalué le montant total versé justement de Haïti, enfin du moins versé par Haïti à la France de 525 millions d'euros. Du coup à la France. Et en fait en 1880 il y a eu la création de la Banque nationale d'Haïti qui était contrôlée par un conseil d'administration basé à Paris et fondée par une banque française, donc du coup c'était aussi avec des intérêts, donc c'est pour ça que ça s'élève à autant de millions d'euros. Et en 2003 le président à l'époque haïtien a fait un discours demandant à la France une restitution de la somme versée qu'il chiffrait à des milliards d'euros. Donc tu vois, et après on nous parle de chaos quand on parle d'Haïti. Oui, mais c'est ça. Et c'est surtout le plus affligeant dans cette affaire, c'est qu'à chaque fois que les gens me parlent d'Haïti, les gens sont comme surpris en fait, de l'état actuel du pays. Genre, mais c'est si triste ce qui se passe, comme si la France n'avait pas été exactement exactement, comme si c'est le pays est dans sa merde. C'est tellement dommage en fait que c'était un événement comme ça, alors la faute a pas de chance, alors que tous ces événements-là ont une racine, et cette racine et cette responsabilité, elle vient très clairement de la France qui refuse clairement de prendre ses responsabilités et qui ne reconnaît rien par rapport à ça. Il n'y a jamais eu un seul discours qui a été porté par rapport à Haïti. Il n'y a jamais eu une seule forme de reconnaissance qui a été apportée à Haïti, alors que même la culture haïtienne, on parlait justement de la peinture haïtienne. La peinture haïtienne, justement à l'époque de Rigaud Benoît, Hector Hippolyte, Luce Turnier, la peinture haïtienne était exportée en France, mais voilà, c'était désigné comme des artistes naïfs. Donc des artistes naïfs qui eux-mêmes ne voulaient pas du tout être reconnus comme tels. Ils ne voulaient pas être reconnus comme des artistes naïfs. Eux, ils représentaient la vie haïtienne telle qu'eux, ils la voyaient, avec les couleurs qu'ils voyaient. Et c'est pas les collectionneurs français qui allaient arriver et parler en leur nom et dire en fait, votre peinture, elle est comme ça. Donc votre peinture est naïve. Donc vous êtes des artistes naïfs. Et aujourd'hui, on les qualifie d'artistes naïfs. On les qualifie de peintres naïfs. Mais c'est quelque chose que même encore aujourd'hui, quand dans les expos que j'ai pu faire et les gens avec qui j'ai pu parler, quand je leur parle justement d'Haïti, parce que dans mon travail, je parle d'Haïti très clairement, et pas juste de l'époque actuelle, mais je fais tout un travail aussi par rapport à ma propre famille. Est-ce que j'ai un arrière-grand-père qui était dans l'armée américaine pendant l'occupation américaine en Haïti en 1915, si je ne dis pas de conneries, entre 1915 et 1936. Et donc c'est à cette époque-là que mon grand-père, qui était métis, est né. Donc je traverse différents pans de l'histoire d'Haïti dans mon travail. Et en fait, quand je parle aux gens, les gens occulte complètement le fait qu'il y a eu en fait la colonisation, qu'il y a eu la révolution haïtienne, qu'il y a eu le joug de Napoléon en fait sur l'île d'Hispaniola, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque. Ils oublient en fait tout ça. Pour eux, Haïti, ça se résume à ces 100 dernières années où il y a eu dictature, coup d'État, misère, famine et tout le bordel. Et tremblement de terre, évidemment. Parce que ça, on va me le balancer, le tremblement de terre. Mais c'est comme tu dis, ces mêmes procédés, de toute manière, ce sont des procédés coloniaux, en fait, d'effacement de la mémoire coloniale qui sont, en fait, on retrouve les mêmes en Afrique, on retrouve les mêmes aussi, là, actuellement en Nouvelle-Calédonie, on retrouve les mêmes au niveau de la mémoire, justement, de l'ex-Indochine, et qui sont entretenus par l'État français, c'est ça le pire. Et du coup, en tant que diaspora, en fait, il y a une invisibilisation de nous-mêmes, comme tu le dis, de la transmission, de notre propre transmission, pour rappeler aussi un truc évident.
sans Haïti, qui était l'économie sucrière, donc elle produisait surtout du sucre et du café au XVIIIe siècle, il n'y aurait pas eu la France. Ou du moins, il n'y aurait pas eu cette France-là. Cette France-là ne serait même pas là sans cela, à savoir que c'était l'exportateur de sucre et de café le plus important au XVIIIe siècle. Et que pendant très longtemps, Haïti, donc anciennement, du moins avant c'était Saint-Domingue, était en fait compte le territoire où il y avait plus de personnes esclavisées et c'était la plantation la plus importante pendant très longtemps, avant même le Brésil et les États-Unis. Donc du coup, en fait, Haïti, c'est fondamental dans le monde au terme en fait du système capitaliste et par rapport à notre modernité. On peut pas comprendre notre monde si on comprend pas ce qui se passe à Haïti. Et c'est ça en fait contre non seulement la supercherie, mais la violence en fait que continue d'invisibiliser. Voilà. Ouais. Et donc du coup, par rapport toi, enfin, c'est un peu de ça dont on parle. Est-ce que ce dont on parle depuis un peu tout à l'heure, c'est non seulement la question de la réparation, de la reconnaissance, et dans quelle mesure aussi nous, en tant que diaspora française, parce que bon, voilà. En quelle mesure on a besoin, donc déjà la restitution par rapport à ces territoires, mais aussi la diaspora aussi a besoin de ça. Pour ma part, c'est aussi, je pense pour la part de tout enfant issu justement de l'immigration, de la diaspora, c'est un besoin identitaire pour se sentir à la fois accepté et ancré dans une société dans laquelle on vit. En fait, c'est dur en fait de continuer à vivre dans un pays où dire que tu es haïtien sans que ce pays ou vietnamien et ce pays et voir en fait constater que ce pays ne veut pas reconnaître ce qui s'est passé aussi bien au Vietnam ou en Haïti ou même ce qui se passe Palestine. en Palestine, que ce pays refuse en fait de reconnaître ses erreurs. En fait, à quel moment en tant qu'individu issu de la diaspora on peut se sentir, de un, accepté, et d'autre part, se sentir bien, de vivre dans un pays où notre origine n'est pas acceptée par ce pays. Dans la mesure où l'histoire commune qu'il y a entre ces différents pays n'est pas acceptée par ce pays-là. En fait, nous, en tout cas, je sais pour ma part, ce dont j'ai besoin, c'est que la France se mette en fait, à reconnaître. Et je sais que ce ne sera pas de grande reconnaissance, ce ne sera jamais de grands discours et des grands trucs dans le genre, mais il est essentiel en fait pour l'histoire de la France, parce que ça fait partie de l'histoire de la France, c'est un gros pan de l'histoire de la France quand même. Il est essentiel en fait que la France reconnaisse ça pour les Haïtiens et pour les Français, et que ça soit dit et que les Français soient éduqués sur la question aussi. Et que tu n'aies pas à sentir que ça ne soit pas laborieux pour toi. Enfin, tu vois, ta mission en tant qu'artiste, tu dis des choses, mais c'est vrai qu'après de revenir, que les gens viennent, tu vois, comment dire, que cette mission d'apporter du contexte, elle soit aussi provided, elle soit aussi apportée par juste le contexte social dans lequel on est, et que les gens fassent un effort et que ça te coûte pas doublement. Enfin, déjà que tu fais de l'art et que ça va puiser à un niveau profond sur ta recherche authentique, personnelle, de là d'où tu viens, etc. Mais que voilà, que ton public aussi ait des connaissances communes à partager, et que ça soit pas que de créer un rapport équitable dans les histoires que tu racontes aussi. Je pense c'est tranquillisant aussi. Surtout que c'est des clés de compréhension que n'importe qui peut avoir, parce que c'est là en fait. Mais devrait avoir, oui. C'est palpable en fait. Ouais. C'est là, c'est pas quelque chose qui s'est passé un soir, c'est fini. Oui. Non, c'est un truc qui a duré de plusieurs années. Et qui non seulement a marqué, comme tu l'as dit, a marqué de manière significative le capitalisme moderne, mais aussi les différentes luttes d'indépendance qu'il y a pu avoir par la suite. C'est ça, oui, c'était la première République noire. C'est la première République noire de l'histoire. Mais il y a... c'est C.L.R. James qui est un penseur, voilà, qui parle les Jacobins noirs qui parlent de ça. Un excellent livre. Oui, voilà, je vous conseille tout le monde de le bouquiner. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à tout ce qu'on dit, j'ai l'impression que c'est aussi lié à la question de la mémoire. Tu parlais de ça, et je crois que Trentonia, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'elle fait une jonction entre elle et la mémoire de la diaspora vietnamienne, qui elle se pose des questions sur sa mémoire. Et cette rupture et cette coupure en fait de nos mémoires en tant que diaspora, le travail de création,
c'est aussi une manière en fait de reproduire du lien et de la continuité et de se réinventer soi-même. C'est pour ça que je voulais dire, comment vous justement dans votre création, et comment toi en créant, ça te permet aussi de utiliser tes propres mythes, parce qu'on parlait la dernière fois, tu me disais que toi tu adores l'heroic fantasy, et tu me disais que l'heroic fantasy, Seigneur des Anneaux, etc., c'était en fait, ça inspirait beaucoup l'extrême droite américaine. C'est quelque chose, on en parlait. Et moi, en fait, depuis que je suis tout petit, j'adore tous ces grands récits épiques qui t'ouvrent des portes vers une aventure de fou. Et forcément, ça m'inspire énormément dans mon travail. Comme tu as pu le voir, justement, le dessin que tu as mentionné tout à l'heure, c'est une carte d'Haïti où je mets en lumière les différentes batailles qu'il y a eu pendant l'indépendance. Mais parce que c'est le genre de schéma que j'ai vu dans des bouquins d'heroic fantasy qui m'ont inspiré en grandissant. Le truc, c'est que c'est un genre littéraire et de cinéma aussi, qui est très facilement récupéré par des milieux d'extrême droite. Que ça soit par l'utilisation de runes ou de trucs dans le genre. Et aussi, quand on le voit, les personnages d'Heroic Fantasy dans les films ou quoi, ils sont tous blancs. Oui, c'est en majorité des hommes et c'est des blancs. Donc, et c'est justement en grandissant où je me suis rendu compte que j'aime ce genre, parce que j'aime ce genre parce que l'univers en soi, mais j'aime ce genre pour la portée épique que ça peut que moi j'aime voir en soi. Puis c'est des cultures avec lesquelles on a beaucoup grandi et dans lesquelles on s'est représenté aussi. C'est des cultures populaires je pense qu'il est important de se réapproprier en fait. Exactement, et c'est justement tout le travail que je fais à travers mes dessins, c'est de me réapproprier cet univers-là de l'heroic fantasy, mais de l'implanter dans un univers que je connais. Donc ma créolité, Haïti, et voilà en fait. Mais quand tu parles de cartes, en fait, moi ça m'évoque aussi la question du territoire et du paysage. Oui, c'est-à-dire aussi. que c'est hyper présent dans le livre de Trantonia, mais j'ai l'impression que c'est aussi hyper présent quand on parle entre personnes asio-descendantes ou juste entre personnes issues de la diaspora, de parler du pays dont on est originaire et des souvenirs qu'on a créés là-bas, qui sont des fois à des années-lumière les uns des autres, et comment juste on se représente cet endroit et le rapport qu'on a à cette terre-là. Moi, je le trouve hyper important parce que dans le bouquin de Nia, finalement, tu vois, t'as toute l'évolution d'un paysage qui est détruit en fait par la guerre. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui s'est passé en Haïti. C'est le fameux parcours dans la jungle. Oui, il y a où elle commence avec le parcours dans la jungle et comment il est détruit. Et finalement, la colonisation se lie beaucoup aussi par la transformation des paysages. C'est-à-dire que même avant la guerre américaine, tu as eu les plantations d'EVA dans le delta du Mékong qui ont transformé le paysage. Et je pense en Haïti, ça a été la même chose avec en fait, la culture du café et le sucre. Et je me souviens que la dernière fois, on en parlait aussi, je pense avec toi, Cyril, de la manière dont cette dette a forcé les Haïtiens à continuer la monoculture qui détruit en fait. Qui a conduit à une déforestation massive. En Haïti, il y a énormément de bois qui ont été récupérés, et aujourd'hui, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, aussi bien des membres de ma famille que des gens qui ont déjà fait des voyages en Haïti, il y a clairement un changement de paysage qui s'est fait en fait avec le temps, où certaines terres qui étaient complètement boisées avec énormément de végétation, maintenant c'est des espèces de terrains vagues, la terre est à nu. Et en fait, ça rend difficile toute possibilité de replanter dans ces endroits-là, parce que la terre, elle est endommagée en fait par tous ces temps de déforestation. Et oui, ça clairement. Et aujourd'hui, Haïti est à un point où, comme, je ne sais pas si vous avez pu le voir dernièrement, où que ça soit d'un point de vue social, environnemental et politique, le pays est à un point qui
qui a été rarement vu dans l'histoire du pays. Quand bien même il y a eu pas mal de coups d'État, ils ont toujours su rebondir derrière en mettant un autre leader, pire que le précédent, mais en mettant un autre leader. Là, actuellement, le seul leader présent dans ce pays, c'est un gangster. Donc le pays est sous en tout cas, le pays n'a actuellement pas de chef d'État et la capitale est sous le joug d'un gangster. Qui a délogé donc, le premier ministre qui s'appelait Ariel. J'ai oublié son nom. Mais voilà, un premier ministre qui était horrible d'ailleurs, qui promettait des réélections suite au décès de Jovenel Moïse il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et il promettait des réélections au peuple haïtien en leur disant oui, non, mais là, le pays n'est pas dans une situation propice pour des réélections, donc on va attendre un peu. Et en fait, il a fait tarder de plus en plus jusqu'à ce qu'en fait, le pays pète un plomb. Parce que, oui, tu nous promets quelque chose, le pays va mal, il n'y a plus d'argent dans les caisses haïtiennes parce que y a du détournement d'argent, très clairement. Ça, dans l'histoire politique d'Haïti, la majeure partie des politiciens haïtiens, l'un des plus gros crimes qu'ils aient pu faire, c'est voler l'argent des Haïtiens pour se le mettre dans leur propre poche. Et Ariel, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Mais en tout cas, le précédent Premier ministre, en fait, il avait le rôle d'un dictateur en étant Premier ministre, en promettant des élections qui ne sont jamais arrivées, du coup. Ouais. Et qui a obligé, du coup, la rue à se lever. Donc, dans un premier temps, on peut trouver ça particulièrement héroïque, parce que même, Haïti, c'est un pays qui a vécu justement plusieurs coups d'État parce que les présidents ne respectaient pas leurs paroles et donc le peuple se levait. Mais comme le peuple s'est levé pendant comme les esclaves se sont levés pendant la colonisation. Et c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à la culture haïtienne. L'autorité ne respecte pas sa parole, c'est à nous de parler. On va prendre la rue et on va mettre le feu. Et donc ça, au début, c'est quelque chose qui semblait donc héroïque, mais qui maintenant est juste terrifiant parce que ça reste des gangsters en fait. Ça reste des gangsters qui ont une politique qui leur est propre. Et ils vont pas commencer à diriger le pays pour les autres Haïtiens. Ils vont d'abord s'occuper d'eux en tant que gangsters. Et donc c'est pour ça que moi, parfois je parle avec ma sœur, une grande demi-sœur, ma grande demi-sœur qui est encore là-bas, et qui elle me raconte pour dormir je dors par terre parce que j'ai trop peur de me prendre une balle perdue qui passe par la fenêtre ou par le mur. C'est trop dangereux, on dort par terre. Donc ça met, en fait, on arrive à un point où même la population est en danger de ce coup d'État. Et c'est quelque chose qui est rarement arrivé, ou en tout cas qui arrive là. Et par rapport à ce que tu disais, Margot, et je pense qu'on va essayer de conclure sur ça, c'est vrai qu'en fait, en tant qu'artiste, et ça, encore une fois, c'est un peu le piège dans lequel on est en France, ou peut-être plus largement en Europe, c'est qu'en fait, on est toujours pris dans... On devrait, en fait, être en mesure de pouvoir s'exprimer, comme on a envie de s'exprimer. Mais très souvent, on est obligé de faire des leçons d'histoire et donc du coup d'arriver aussi à s'exprimer selon une certaine différence alors qu'en fait on est aussi plein de choses mais on va être obligé aussi de beaucoup se montrer en tant que ça et je pense que c'est aussi souvent un peu le piège et qui s'est posé dans la littérature, hein, beaucoup tu vois, d'écrivaines, d'écrivains antillais disent mais j'ai pas envie de parler tout le temps de cette histoire-là. À un moment donné, j'ai envie de parler aussi d'autre chose. J'ai pas envie tout le temps. On en avait parlé aussi. Ouais. Et si tu vois, on regarde des romanciers, je sais pas moi, tu vois, comme Dany Laferrière ou autre, tu vois, lui, il va pas parler. Tu vois, il le sait trop bien de qu'est-ce qu'on va attendre de lui. Mais oui, je pense que il y a en réalité, en tant qu'artiste, et c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi de spécifique, ça consiste en quoi en fait, votre taf, quoi, tu vois. Votre taf, ça consiste aussi à produire et à créer, tu vois. Et ça, c'est politique. Mais encore, faut-il comprendre qu'est-ce qu'il y a de politique dans le fait, et c'est pour ça que je disais, le fait de se ressaisir d'une mémoire et de la réinventer depuis votre place, etc. Pour moi, c'est déterminant et que c'est une manière de créer aussi un dialogue avec un dialogue ou pas d'ailleurs, hein, parce que des fois, je veux dire, c'est aussi bien, comme tu dis, avec le collectif Vietnam Dioxine, c'est que vous êtes retrouvés
et de pas tout le temps être en attente de tout le temps, en fait, oui, de certaines personnes, je sais pas moi, que ce soit l'État ou certaines personnes blanches aussi, on peut dire ça aussi. Des fois, c'est bien aussi d'arriver à se construire aussi à travers des regards en fait aussi familiers ou avec lesquels on arrive, en tout cas, on partage une mémoire et une histoire. Et oui, en fait, je voulais conclure en vous remerciant, parce que là, c'est vrai que là, on a dépassé un peu notre temps. Donc, merci. Merci Dimitri, merci Kim, merci Margot. Et je voulais aussi, donc le podcast s'appelle Entretenir. Et alors pourquoi ? Parce que, bon, il y a l'idée d'entretien, mais l'entretien, tu vois, il y a entretien. Donc ce qu'on tient, on tient aussi quelque chose qui est entre nous. Donc une relation. Et en même temps, entretenir, c'est aussi le tenir. Ce qu'on tient, enfin ce qu'on entretient, c'est aussi le fait qu'on puisse tenir ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Et par exemple, quimber ou tchimber, tu vois, en créole, tu vois, c'est aussi, tu vas tenir. Et pour moi, c'est un peu l'idée, c'est arriver à s'entretenir, c'est aussi arriver à tenir ensemble. Donc d'où entretenir. Yes, I. Trop beau, merci. Merci beaucoup. Merci les amis. Yes, I.